Donc, notre prochain conférencier, Kevin Dubois de chez Palo Alto, va nous parler de DevSecOps, le coffre à outils commun des développeurs et opérations de sécurité. On y va? All right. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que c'est la première fois que j'essaye une petite, on va dire, un petit micro de collet habituellement. Je suis habitué avec mon micro de studio à la maison, donc c'est un petit peu différent. Mais j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va changer peut-être un petit peu. Là, on a parlé beaucoup plus du côté Zero Trust, côté plus infrastructure réseau. On va vraiment shift gear en bon français. Puis là, on va parler un petit peu plus de, je dirais, développement, puis comment est-ce que les équipes de sécurité peuvent travailler avec nos équipes de développement. Parce qu'en bout de ligne, le but reste le même. On veut quand même pouvoir déployer des applications de manière sécuritaire. On ne veut pas faire la une des journaux. Donc, aujourd'hui, étant donné que c'est deux mondes complètement différents, le but, ça va être de regarder un petit peu plus à c'est quoi les différents outils, comment est-ce qu'on peut s'ajuster à ce nouveau monde-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va, je dirais, qui va disparaître. Plus au contraire, il y a de plus en plus de responsabilités qui vont être partagées entre les deux. Donc, on va essayer de mettre on va partir d'avoir Dev, un trait d'union, SecOps, puis on va essayer de rassembler les deux. Cette année, c'était mon grand saut dans les conférences. Je dirais que j'ai plus été du genre dans les chaises plutôt qu'en avant. Donc, j'ai vu certains font un petit peu d'intro d'eux-mêmes. Fait que, de mon point de vue, je suis pas un promoteur pour tout ce qui est d'utiliser la sécurité comme un processus automatisé du SDLC, du cycle de développement de l'application. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas être quelque chose qui est à côté, qui devrait être fait on the side. Ça devrait être quelque chose qui est intégré de la même façon que quand on parle de test unitaire, quand on est un développeur, pour s'assurer qu'est-ce qu'on construit fonctionne comme prévu. À mon avis, les tests de sécurité devraient être pris de la même façon. Je ne suis pas vraiment un développeur. J'ai assez de modestie pour dire que je suis juste assez dangereux en Python puis en web development pour my own sake, mais je suis quand même assez intéressé pour tout ce qui est clean code, tout ce qui est bonne pratique de développement, puis aussi bonne pratique d'architecture. Puis juste pour une question de santé mentale, on est tous en cybersécurité. Je dirais juste, faut tout le temps avoir un échappatoire. Fait que pour moi, c'est soit du golf, bref, c'est une bonne façon de juste smack une balle le plus loin possible. De la musique, pour le style, laisse deviner, je suis un petit peu plus heavy metal. Fait que je sais pas, pour tout ce qui est du heavy metal, je sais pas si, encore une fois, côté santé mentale, c'est ça qui fait en sorte que ça passe bien. Puis le dernier jeu de société, c'est plus parce que dans mon coin, l'électricité est vraiment flaky. Fait que c'est ça. L'agenda, on va voir quelques petits points, quelques grandes lignes directrices pour aujourd'hui. Puis un petit peu un shameless plug, là, ça va être le seul moment où je vais parler de la raison d'être de mon t-shirt. Mais à l'exception de ça, on va essayer de garder ça le plus agnostique possible. On va pouvoir, c'est le genre de choses que, même dans les quelques exemples que j'ai, c'est tous des exemples qui peuvent être pris avec le logiciel open source. Donc, rien qui est propre à Palo Alto Networks ou à Prisma Cloud. Mais si ça vous intéresse d'en parler, c'est certain que moi et mon collègue Frank, qui est mon équivalent des ventes, va se faire on va se faire un cœur joie à vous écouter. Donc, pourquoi la sécurité des applications modernes apporte autant de défis? Fait qu'on va voir qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a changé dans les dernières années, surtout avec l'info nuagique maintenant. Certaines pratiques de développement qui ont changé aussi. Fait qu'est-ce qui rend ça différent, qui fait en sorte qu'on a maintenant des conversations de DevSecOps, puis de devoir changer un petit peu ce qu'on fait côté AppSec, côté CloudSec. On va avoir quelques exemples, quelques exemples de risques qu'il peut y avoir avec une étude de cas à la fin.
plutôt un cas de figure à la fin spécifique. On entend beaucoup shift left. Je suis vraiment pas un fan de marketing, mais ça, il n'y a comme pas vraiment d'équivalent qui est non marketing ou qui est technique. Fait qu'on va essayer de définir ça un petit peu plus concrètement. Et par la suite, en ayant défini tout ce qui est shift left, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider à avoir un développement applicatif qui est plus rapide puis qui a moins de friction entre les équipes de sécurité et les équipes de dev et de cloud. Donc, côté app traditionnel, on a un développeur dans le bas, on a une app, puis on va avoir un paquet d'équipes qui vont être autour de nous. Fait que c'est là qu'on va avoir, traditionnel, on a un centre de données, on a certaines applications à héberger. Fait que la première chose, c'est que notre app doit exister sur... notre app va exister sur un serveur, ça peut être un serveur physique, ça peut être un serveur virtuel. Ça veut dire qu'on ne gère pas cette portion-là. C'est une portion qui est gérée par l'équipe l'équipe plus d'infrastructure, l'équipe de virtualisation. On a besoin de stockage, même chose. On a une équipe de stockage qui va s'occuper de cette portion-là. On a besoin d'une adresse IP, donc on va avoir une équipe de réseau qui vont s'occuper de la portion plus télécom. Dans certains cas, on a l'hyperviseur qui peut quand même aider si on veut, à abstraire beaucoup de ces étapes-là, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup d'étapes qui sont nécessaires, qui sont très statiques, très procédurales pour mettre en place nos choses. Par la suite, on va avoir certains services, quand on parle plus load balancer, WAF, ça se peut qu'on ait encore une fois une équipe on-prem qui va s'occuper des F5, qui va s'occuper des... j'ai entendu récemment, je suis un ancien de Cisco, fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu les ACE chez Cisco. Je ne sais pas si j'ai l'âge pour dire que j'ai entendu parler des ACE, mais j'en ai vu traîner dans un des labs à Montréal dans mon jeune temps. Donc, je sais que c'est le genre de service qui peut être géré par une équipe dédiée. Et puis, on va aussi avoir une équipe d'identité. Fait que si on veut faire moindrement des intégrations d'identité, de répertoire, intégration SSO, probablement une équipe qui s'occupe de ça. Et le tout va être entouré de, comme on voit le Big Scary Firewall. Donc, on a une équipe de sécurité qui va s'occuper de tout ce qui est... Bon, on a besoin des accès, certains ports qui doivent être ouverts, certains accès, certains processus qui vont être... qu'on va devoir passer au travers. Ce qui fait en sorte que, encore une fois, dans mon passé, j'ai fait un petit peu de consultation chez un client. C'est là que j'ai vu que quand on est en pré-vente, c'est un monde spécial, souvent en lab, en POC, c'est un petit peu différent. Là, tu arrives dans le vrai monde, puis là, j'ai un changement à faire. Il faut passer au conseil des Jedi, kill cab. Donc, de faire en sorte que faut tout préparer une MEP, faire en sorte que tout soit planifié, on a un plan de rollback. C'est pas une mauvaise approche, c'est vraiment juste, c'est très, encore une fois, très traditionnel de ce genre d'approche-là. C'est très propre à vraiment du côté plus infrastructure que ça fonctionne bien. Donc, on fast-forward un petit peu plus d'infos nuagiques. Le développeur, il est un petit peu, on dit fed up, encore une fois en bon français. On a maintenant AWS, Azure, GCP, quelques autres même, je dirais second tier. Moi, j'utilise beaucoup Linode pour des projets personnels. C'est un peu le même principe, c'est que toutes les différentes composantes qu'on a parlé, qui étaient gérées par 6 équipes différentes, la majorité maintenant peuvent être prises en charge par notre développeur. Donc, il peut provisionner ses propres VM, peut provisionner son propre réseau, provisionner son propre stockage. Même chose côté. Là, on ne parle plus nécessairement d'IDP ou d'AD, on parlait plus d'IAM. Et même chose pour certains des services, on n'a plus vraiment de load balancer, on est rendu avec certains services plus intégrés à la plateforme elle-même. Et là, c'est là qu'on a plusieurs options d'hébergement. Fait que là, on parle, encore une fois, on essaie de mettre notre fameux contour. Le contour n'existe plus autant parce que là, on a certains services PaaS qui ne vivent pas dans la section plus Infrastructure as a Service de notre cloud. Fait que là, ça amène un défi qui est vraiment différent d'un point de vue sécurité parce qu'on n'a plus les mêmes outils et les mêmes barèmes pour arriver au même résultat. Ce qui nous amène à une comparaison, je dirais, où est-ce qu'on voit vraiment la transition qui est arrivée. Puis, beaucoup des clients avec qui on parle sont présentement pris un petit peu comme entre les deux, où est-ce que, traditionnellement,
on prend la sécurité vraiment d'un point de vue, on essaie de bâtir un château. On essaie de bâtir, on a notre périmètre très bien défini, on a plein de points de contrôle pour segmenter tout ce qui est externe vers interne, interne vers externe, même notre segmentation entre nos différentes zones. C'est très rigide. Dans certains environnements, certaines organisations qui sont régies par énormément de standards de conformité, ça fonctionne encore bien. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a de l'autre côté, beaucoup de nos clients, encore une fois, souvent une certaine initiative cloud, sont en train de bâtir plus, un peu comme je montrais dans l'application moderne. C'est plus un château qui bâtit, c'est une villa. C'est plus, on n'a plus vraiment de périmètre défini, on a plusieurs types de services qui vont exister un petit peu partout. Tout le monde a des accès à notre environnement. C'est vraiment difficile de dire, maintenant je veux prendre qu'est-ce que j'ai appris du côté bâtir un château pour bâtir une villa. Étant donné que les processus ne sont pas nécessairement les mêmes, il faut vraiment prendre une approche un petit peu différente. La raison au niveau de la villa, ce qui est bon, c'est qu'on peut croître de manière assez organique. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait un nouveau service, on va utiliser ce nouveau service-là, ce qui nous permet d'être encore plus rapide au marché. Donc, le problème qui arrive, c'est que les équipes de sécurité sont amenées à prendre en charge la nouvelle villa. Fait que ce qui arrive, c'est qu'ils prennent ce qu'ils connaissent, ce qui est raisonnable, de bâtir un château autour de la villa, ce qui nous donne l'espèce de cauchemar qu'on a ici. Donc, si on prend le point de vue par exemple, un DevOps practitioner, quelqu'un qui serait un ingénieur DevOps, c'est assez misérable dans ce genre d'environnement-là. On n'a pas d'accès à aucun environnement live. Il y a plein d'approbations qu'il faut passer. On n'est pas nécessairement en mesure d'être aussi véloce que ce que la business veut qu'on soit. Puis, c'est là qu'on se ramasse éventuellement, on va juste faire de quoi plus on the side. Puis en réalité, on parle beaucoup plus du pain point du côté dev, mais le pain point du côté sécurité est le même. Ils ne sont pas plus heureux dans ce genre d'environnement-là parce que là, on parle maintenant, c'est les nouveaux outils qu'il faut qu'on intègre dans notre écosystème. Fait que vous avez déjà tous vos outils de SOC. Là, maintenant, on commence à parler de différents outils style. On a un pipeline d'intégration, un pipeline de déploiement, tout ce qui est code repositories. Fait que c'est un nouveau toolchain, encore une fois, qu'il faut commencer à intégrer. On a, encore une fois, beaucoup d'alertes qui peuvent sortir de ça. Fait que c'est un environnement qui peut croître de manière exponentielle, qui n'existait pas avant. Dans un centre de données plus traditionnel, on ne peut pas faire apparaître 1000 serveurs d'un coup. Ici, c'est possible. Fait que c'est là qu'il faut avoir une façon de gérer le bruit de notre environnement. Étant donné que c'est beaucoup de croissance organique, on ne sait pas qu'est-ce qui est nécessairement important. Fait qu'on ne veut pas non plus, comme je disais, faire la une des journaux. On ne veut pas être sûr que celui qui cause une panne parce qu'on essaie de réagir automatique. On se connecte dans un système, on fait une investigation. On ne veut pas nécessairement qu'il y ait de quoi qui découle d'une erreur qui serait faite manuellement. Certains des contrôles, comme je disais, souvent c'est une question de sécurité versus flexibilité ou versus vélocité. Habituellement, ça va être surtout du côté vélocité que la business va aller parce que c'est là que l'argent est rapporté, plus que du côté sécurité. Fait que souvent, il va y avoir certains bypass qui peuvent être faits par les équipes de développement. En même temps, on ne veut pas arriver dans cette situation. On veut essayer vraiment le plus possible de pouvoir mettre nos contrôles en place puis de diminuer le risque le plus possible. On a des scanners de vulnérabilité. Il y a des vulnérabilités partout. Donc, encore une fois, par où est-ce qu'on commence? Puis tout ça fait en sorte que c'est rendu vraiment difficile de mesurer notre succès. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer à regarder à peut-être d'autres... commencer à regarder pour d'autres façons de faire les choses. Donc, une façon de réagir, souvent, c'est il faut juste plus d'outils. On a un SOC, on a plein d'outils, on va rajouter d'autres outils. Donc, on ramasse un paquet d'outils avec des acronymes à 4 lettres qui vont adresser certains endroits de notre environnement. Puis en réalité, tous ceux-là sont vraiment focused au niveau du runtime, fait qu'au niveau de qu'est-ce qui roule présentement dans l'environnement, parce que c'est le même qu'on a fait de la sécurité depuis plusieurs années.
C'est quand on regarde plus du côté infrastructure, on se concentre vraiment sur ce qui roule en ce moment. Fait que pourquoi pas faire la même chose pour le cloud? Parce qu'on revient encore à, on a notre château, puis on bâtit notre château autour de notre villa. Le problème, c'est que, encore une fois, on revient, c'est ce qui cause plus d'alertes, c'est ce qui cause plus de burn-out au niveau des équipes. Donc, il nous faut une autre solution pour changer ce statu quo. Donc, comment est-ce qu'on arrive ici? Une application vulnérable, je suis coupable de ça aussi. Il y a une certaine pression de livraison. Fait que quand on ne sait pas quelque chose, où est-ce qu'on va en premier lieu? Stack Overflow, c'est peut-être plus quelque chose côté développeur, mais souvent on va prendre la première réponse qui arrive, on la copy, paste, ça fonctionne, alright. Le problème, c'est que ces réponses-là sont pas tout le temps, ils n'ont pas tout le temps la sécurité en tête, c'est vraiment plus, on veut faire de quoi, on a ce de quoi-là est fait, ça fonctionne, on passe à autre chose. Certaines des plateformes, au niveau des dépréciations, c'est difficile de gérer les dépendances. Donc, au niveau des développeurs, certaines plateformes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à juste sauter vers les nouvelles versions. On avait un exemple qui est, là, ça a été réévalué, donc c'est plus vrai. Mais on va voir dans je pense que c'est le prochain mois et demi si ça va réapparaître. On avait une vieille version de Node.js qui pouvait encore rouler sur Azure App Service, qui était end of life depuis 2 ans, si je me rappelle bien, parce que c'est une question de, c'est sûr, il y a un client qui avait besoin de ça, ou il y avait une grosse base de clients qui avait besoin de ça. Le cycle de développement est rapide, donc ça se peut que ce qu'on scanne ou ce qu'on fait en runtime existe déjà même plus une fois qu'on a notre rapport, qu'on a notre évaluation qui est faite. Donc, il faut vraiment s'ajuster si on fait plusieurs déploiements dans une même journée. C'est là qu'il faut vraiment regarder ça. Au niveau du cloud, plusieurs plateformes qui changent, nouvelles manières de consommer les mêmes types de services, de plus en plus d'abstraction, mais ça veut dire aussi la manière de sécuriser l'environnement va différer. Donc, l'exemple qu'on a ici avec AWS, avec EKS ou ECS Fargate, EKS Fargate, c'est un petit peu ça ici qui va changer un peu la donne. Puis, j'ai rarement vu un projet qui n'utilise aucun open source. Je sais qu'il y a certaines industries qui vont le faire, qui vont vraiment écrire tout from scratch, mais en réalité, il n'y a pas énormément quand on prend un ingénieur front-end, un ingénieur back-end. La majorité du temps, on va avoir des dépendances open source qui vont être utilisées, beaucoup de frameworks qui sont utilisés. Ça veut dire aussi que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, comme là, on a Log4j, il y a Spring Shell aussi, Spring Boot qui a eu une grosse vulnérabilité plusieurs grosses vulnérabilités dans les derniers mois. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on a vraiment une surface d'attaque qui va être assez large. C'est quasi impossible de juste éliminer toutes les vulnérabilités. Tout ça peut vraiment être amené à différents stades. Fait que je n'irai pas nécessairement dans tous les différents risques, mais c'est pour dire que, encore une fois, on focus beaucoup au niveau du runtime. Il y a énormément d'éléments qui doivent être adressés juste à travers tout l'écosystème complet, que ce soit quand on déploie avec notre environnement CI/CD, c'est des environnements qui ont des privilèges plus élevés parce qu'ils déploient de l'infrastructure. Au niveau du code, encore là, il y a d'autres types surtout avec les brèches qu'on entend ces temps-ci, il y a d'autres types d'informations qui peuvent être collectées dans les répertoires de code. Donc, on a vraiment un écosystème assez large à couvrir. Puis, quand je disais, en ce moment, on a Dev puis on a SecOps, puis là, c'est grossièrement simplifié, mais si on part d'en bas, un développeur déploie, fait est-ce que, si je dis Git, est-ce que tout le monde est quand même à l'aise avec Git? Okay. Fait que notre développeur fait un Git commit, on pousse son code vers un VCS, ou on prend GitHub dans notre exemple. Le VCS, on va avoir plusieurs branches. C'est là qu'on peut avoir un certain contrôle d'approbation qui peut être fait. Une fois qu'il y a un changement, on peut pousser notre événement vers notre CI/CD. Ça va être envoyé vers le cloud. Par la suite, là, c'est au niveau de notre cloud qu'on a notre CSPM, on a notre KSPM, on a notre CWPP. On a tous nos différents outils qui roulent dans le cloud. Ce qui arrive, c'est que tout ce qui est incident, tout ce qui est mauvaise configuration, exposition, c'est renvoyé vers le SOC d'une façon ou d'une autre. Potentiellement, le SOC a un SOAR pour automatiser certains des processus. Donc, on peut récolter un petit peu plus d'informations, crafter notre billet pour être envoyé à un analyste ou envoyer l'événement de manière enrichie à un analyste qui, lui, va voir, c'est une mauvaise configuration. On va
mettre un ticket de ServiceNow, on va assigner ça au développeur, puis là, on revient comme au niveau du développeur, mais ça a dû passer à travers l'équipe de sécurité au complet. On voit souvent l'espèce de signe infini de DevOps ou DevSecOps. Je ne sais pas si ce loop-là, par contre, fonctionne vraiment parce qu'il y a énormément de raccourcis qui pourraient être pris pour, premièrement, juste avoir pas mal plus d'efficacité dans ce qu'on fait. Puis il y a beaucoup on veut que notre équipe de sécurité puisse se concentrer vraiment sur la sécurité, sur les incidents, pas nécessairement sur les mauvaises configurations, parce qu'ils peuvent de toute façon pas remédier le problème eux-mêmes. Fait que c'est plus deux parties de cycle qu'on a juste raboutées ensemble. Donc, c'est là qu'on va commencer à parler de shift left. Puis, en réalité, en shift left, on ne va pas nécessairement dire que souvent on dit c'est juste, on va ramener ça au niveau du développeur. On ramène ça le plus proche possible de où est-ce que le code est produit. Ça va un petit peu plus loin que ça. Je pense que c'est qu'il faut, d'un point de vue juste sécurité, il faut essayer de démocratiser le plus possible la responsabilité de sécurité, autant du cloud que des applications qui sont livrées. Donc, de faire en sorte que ce ne soit pas juste une question de, plutôt que d'être en runtime, d'aller au pipeline, puis après d'aller dans le code, c'est aussi les gens qui sont impliqués, qui fassent partie du processus. C'est un peu, j'ai entendu l'analogie récemment où est-ce que, imaginez si les manufacturiers de voitures faisaient la même chose, fonctionnaient de la même façon que la manière dont on construit qu'on construit des logiciels, qu'on construit des services. C'est comme si on prenait l'auto en sortant du dealership, puis que là, il fallait aller chez un mécano pour rajouter des breaks, rajouter des coussins gonflables, tout ce qui est vraiment des fonctions de sécurité. Il faut comme les bolter par-dessus plutôt que de l'avoir inclus. Fait que c'est un peu ce que le shift left veut amener, de dire on va commencer à prendre la sécurité comme un pilier fondamental de notre environnement de développement. Puis ça se fait pas en ayant la sécurité qui pousse sur le développement, mais plutôt d'avoir le processus qui commence au niveau du développement et qui est poussé vers le runtime, vers les équipes de sécurité. Fait que c'est vraiment simple. C'est beaucoup plus facile de prendre plutôt d'attendre qu'on ait une centaine d'alertes, puis d'aller remédier chacune des alertes une à une. C'est plus facile de prendre une erreur ou une alerte qui n'est pas encore vue comme une alerte, puis de l'éliminer à la source. Donc, vraiment de corriger les erreurs en amont. Donc, ça fait 20 minutes que je parle pour littéralement rien dire. Fait que je vais dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, on veut que nos équipes de sécurité, plutôt que de pousser sur les équipes de développement, on veut qu'ils deviennent des promoteurs au niveau de la sécurité pour les équipes de développement. Fait que de faire en sorte que plutôt que de dire va corriger tes erreurs, on veut commencer à leur dire voici comment tu peux prévenir la majorité des erreurs que tu pourras avoir en alerte ou qui vont passer au niveau du SOC en termes de mauvaises configs. Donc, on veut s'ajuster à leur toolset. Fait que c'est là qu'on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Idéalement, comme je disais, c'est un test unitaire. C'est un test unitaire à dire est-ce que je passe la sécurité ou non. On va essayer le plus possible d'automatiser. C'est là que notre set d'outils va être un petit peu différent. On ne parlera pas nécessairement de SOAR pour des playbooks. On parlait plus au niveau du pipeline CI/CD pour automatiser la majorité des tâches dans le workflow qu'ils utilisent déjà. On va utiliser du policy as code, donc de faire en sorte qu'on puisse, encore une fois, s'ajuster à ce qu'ils font, d'avoir beaucoup de processus d'automatisation qui sont plus proches de leur environnement, parce qu'en tant que tel, c'est eux qui sont les plus proches du problème, que les équipes de sécurité qui sont plus réactives, puis d'arrêter le whack-a-mole des alertes, puis de plus se concentrer sur les incidents. Donc de dire, quand on a des outils comme un CSPM, un CWP, d'arrêter nécessairement de gérer la portion de mauvaise configuration puis de vulnérabilité au niveau de notre environnement, puis de plus dire, j'ai un réel incident qui est en train de se produire. Quelque chose de plus, on va dire, un petit peu plus réactif. Donc, quelques options. C'est là qu'on vient un petit peu plus, un petit peu plus ici. Fait que j'ai un background un petit peu plus NetSec. Donc, c'est éventuellement, j'ai décidé de lâcher le métal, aller dans le nuage. Donc, un concept, surtout dans les projets d'automatisation qu'on avait beaucoup, juste d'essayer de faire
screen scraping en SSH de Switch pour automatiser notre processus. C'est quelque chose qui était vraiment facile facile. Encore, il y a certains défis juste parce qu'il n'y a pas d'interface commune pour toutes les switches. Il y a tout le temps une petite 2960 qui est dans un coin, ça fait 15 ans qu'elle est là puis qui ne va pas fonctionner comme on pense. Mais d'avoir un startup config puis d'un running config, puis que le delta entre les deux soit le plus bas possible ou dans un monde idéal, qu'il n'y en ait aucun. Que je sache que ce que j'ai utilisé pour alimenter ma config roulante, que ce soit exactement la même chose. Parce que quand je fais ça, ça veut dire que je peux maintenant prendre le startup config, puis je sais que c'est ça mon baseline de configuration. Je sais que si j'évalue la configuration de mon startup, que ça va se traduire à qu'est-ce qui va rouler en production, qu'est-ce qui va rouler réellement dans mon équipement une fois qu'il est allumé. Au niveau du cloud, c'est du infrastructure as code. Jusqu'à un certain point, c'est la meilleure analogie qu'on a. Donc, on a un environnement cloud, on a des fichiers de configuration. Les fichiers de configuration permettent de démarrer l'environnement cloud. Dans un monde où est-ce que on a vraiment une bonne pratique d'IAC, bien, on est en mesure de littéralement écraser un environnement, le remonter avec nos mêmes templates. Et à l'exception peut-être des données ou qu'est-ce qui était live dans le système, on va avoir exactement la même application et la même infrastructure qui va être montée. Donc, pourquoi qu'on ira avec du IAC, puis c'est probablement déjà fait dans certaines entreprises. Des deux côtés. Du côté dev, on n'a pas un nouveau set d'outils à déployer, on n'a plus à le faire manuellement. On peut littéralement juste prendre les mêmes outils qu'on fait pour notre code source, puis réutiliser le même processus. Fait qu'on parle encore là, du SCM, CI/CD pipeline, puis de garder le même écosystème. On peut automatiser complètement le processus, ça fait en sorte qu'on peut avoir notre dev, QA, notre production, c'est tout le même environnement, ça peut utiliser les mêmes artefacts, les mêmes templates, juste avec des paramètres différents. Et le déploiement est déclaratif. Fait que ça, c'est impératif versus déclaratif, veut simplement dire que je peux dire, au lieu de me concentrer sur comment je vais faire de quoi, c'est plus dire voici le résultat que je veux. Ce qui fait en sorte que j'ai juste à le définir une fois, voici mon résultat. Ça m'importe peu comment est-ce que ça va être fait ou dans quel état. Tout ce que je veux, c'est d'être en mesure d'avoir le résultat final escompté. Pour l'équipe de sécurité, on a maintenant, je reviens à mon analogie de startup config, running config, on a maintenant une source où est-ce qu'on peut contrôler avant le déploiement, le réel déploiement. Les changements sont maintenant prévisibles parce qu'on a, encore une fois, on a un déploiement déclaratif. Fait qu'on est en mesure de savoir que si je fais la même chose 2 fois, je vais avoir le même résultat à chaque fois. Et on revient vraiment la raison, je dirais, fondamentale du shift left, c'est que une politique que j'applique au niveau de mon IAC, c'est potentiellement une centaine d'alertes que je vais être en mesure de prévenir, que je n'aurai jamais à gérer dans le SOC. Donc, de faire en sorte que on puisse vraiment croître de plus en plus les équipes d'opération parce que énormément de ces choses-là peuvent demander, c'est une politique ou un ajustement à faire pour un développeur, mais qui peut résulter à, comme je disais, une centaine d'alertes qui peuvent ne pas être déployées. Une fois qu'on a notre fameux Startup Config Cloud, c'est là qu'on peut le sécuriser avec un outil comme Checkov. Donc, Palo Alto a acquis Bridgecrew, qui est la compagnie qui a créé Checkov, qui est un outil open source qui permet de faire du policy as code. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre aujourd'hui, disponible avec déjà à peu près 1000 politiques qui sont incluses pour différents environnements cloud, différents types d'infrastructures. On va avoir du Kubernetes, on va avoir tout ce qui est Dockerfiles, les différents Terraform, CloudFormation, Bicep, ARM. Donc, on peut vraiment aller supporter la majorité des façons qu'on va déployer notre environnement avec un seul outil qui est open source. L'autre chose aussi qu'on va avoir, on parle beaucoup d'IAC, mais on a aussi le pipeline lui-même, une configuration au niveau du pipeline. Ça peut aussi être assessed par notre outil. Puis c'est basé sur les politiques de CIS, donc juste le framework de CIS. Et l'installation vraiment simple, on a PyPy, c'est le package manager pour Python. Fait qu'on peut juste faire un pip install check-off si vous avez un Mac, si vous êtes un des heureux avec un Mac. Je dirais c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Windows, deuxième étape, installer Choco, et après vous pouvez faire la même chose. Ou si vous avez je ne veux pas partir de bataille, là, mais
Si vous avez, je dirais, WSL ou le malheur d'avoir essayé WSL, étant quelqu'un qui l'a fait un petit peu, c'est un petit peu plus facile de l'installer, mais somme toute, c'est assez simple. Sinon, l'autre façon, si on veut avoir vraiment un déploiement portable, Docker. Juste de le rouler en Docker avec un volume mount. Puis ça fait en sorte qu'on peut avoir le même résultat. Et pour certains cas, on peut même installer dans VS Code, où on a aussi pour JetBrains, je pense que c'est IntelliJ. PyCharm devrait fonctionner aussi, mais au niveau de VS Code, on peut avoir une extension qui va intégrer le tout dans l'évaluation des politiques dans notre interface. Fait qu'à la place d'attendre je commets, je push, passe dans le pipeline, attends quelques minutes, ça revient parce que ça a fail, on peut être un petit peu plus rapide, un petit peu plus véloce. Vraiment simple à utiliser. J'ai un exemple pour ceux qui ne connaissent pas Drone, Drone CI, si vous voulez commencer à joindre ça avec un pipeline, vraiment simple, c'est juste basé sur des containers. C'est vraiment comme un container qui est une action, un peu comme une fonction ou un programme. Et on peut vraiment exécuter des fonctions assez rapidement et assez simplement. Fait que juste ici, je n'avais pas de plugin officiel check-off. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est je vais rouler juste un container avec une commande et c'est ce qui me donnait tous mes différents résultats. Puis là, c'est là que je peux décider de pass ou fail mon pipeline. C'est là qu'on peut utiliser aussi des triggers. Fait que si vous dépendamment c'est là qu'on se rapproche vraiment du côté dev, où est-ce que dépendamment c'est quoi leur pratique de développement, s'ils ont un master branch ou un main branch, qui n'ont pas le droit de commit directement vers leur branch, qui doivent absolument passer par ce qu'on va appeler un feature branch ou littéralement juste un peu comme on aurait une demande de requête côté, on dit utile, côté SOC, côté gestion de service. Au niveau développement, on pourrait avoir juste un nouveau branch qui va être créé, dire je vais ajouter, je ne sais pas, add S3 bucket ou add storage account. On fait nos changements, on merge ça au niveau de notre branche principale, puis c'est là qu'on passe à travers toutes les approbations, de dire est-ce que je passe mon scan, est-ce que je passe mon linting, est-ce que je passe plusieurs étapes, plusieurs tests unitaires, comme je disais. Checkoff peut faire partie de cette batterie de tests-là. Et c'est ce qui peut dire aussi tu passes ou tu fails, dépendamment de la sévérité des politiques qui vont être qui passeront pas. Fait que juste, c'est probablement petit un petit peu. Je parlais qu'il y a énormément de politiques. Il y a déjà à peu près 1000 politiques qui sont disponibles dans l'outil. Vous pouvez aussi créer vos propres outils. Fait que si vous avez, on parlait de Terraform ou d'Infrastructure as Code, si vous avez un répertoire, un registre privé de modules Terraform, vous pourriez créer des politiques juste en créant un fichier YAML. Ça vous donne certaines options pour dire les seuls modules qui sont disponibles, c'est des modules qui sont développés à l'interne. Ou au niveau politique Python, cela c'est un petit peu plus complexe, ça demande un petit peu plus de développement, mais c'est là qu'on peut avoir des checks custom qui peuvent être faits sur à l'aide du framework de checkoff. Tout ça va être, je ne sais pas si les slide decks vont être disponibles après, mais on va donner les liens pour les références parce que, comme je dis, je ne passerai pas à travers le code qu'il y a là-dessus. Donc, dernière chose, au niveau de VS Code, c'est là qu'on a les politiques qui sont évaluées dans l'IDE, fait qu'on peut voir dans le terminal en bas toutes les politiques que j'avais en CLI. Là, je peux les avoir direct dans mon IDE, puis je pourrais même aller sur un bloc de ressources, puis avoir toutes les politiques évaluées qui ne passeraient pas. Puis comme celle que j'ai highlightée, qui dit le RBAC qui n'est pas activé sur un cluster AKS, bien, j'ai même un lien qui peut m'amener vers le site de Bridgecrew avec une description du problème puis une façon de le remédier. Fait que tout ça pourrait être fait entièrement par un développeur. Aucune implication de l'équipe de sécurité, à moins qu'on veuille faire des politiques custom. Mais autre que ça peut tout être fait par les développeurs. Donc, next step. Est-ce qu'on m'entend encore? Oui. Okay. C'est toujours bizarre d'entendre. J'ai des écouteurs habituellement, je m'entends en écho. Là, fait que... Bref. L'autre, maintenant qu'on a un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est difficile d'avoir 100% de notre environnement qui est défini par du IAC. Fait que, on va prendre Terraform, c'est plus facile à dire Terraform que IAC, fait qu'on prend pour cet exemple-ci du Terraform, ça peut fonctionner pour les autres aussi. Une des façons de commencer à regarder pour faire du drift detection ou même juste une bonne pratique de tagging dans l'entreprise et d'utiliser un outil, un auto-tagger, qui est encore une fois un outil développé open source par Bridgecrew, qui s'appelle Your.
Donc, ce que Your fait, c'est qu'il prend beaucoup de metadata qui vient de notre environnement Git. Fait que si on a notre répertoire, fait que ça peut être des choses comme c'est qui a fait le changement, ça vient de quel répertoire, ça vient de quelle organisation, si on a plusieurs organisations, quand ça a été modifié. Mais surtout, ce qui est le plus important, je dirais, c'est qu'on peut avoir un petit ID de tracing, de faire en sorte qu'on peut évaluer une ressource dans le cloud avec une chaîne UUID qui est générée. Là, on est en mesure de regarder quel bloc de ressources dans mon code équivaut à quelle ressource dans le cloud. Ce qui fait en sorte que maintenant, je peux évaluer avec certaines options j'ai ça dans mon bloc Terraform, j'ai tel config en live dans mon environnement Azure. Est-ce que les deux matchent? Fait que ça ne matche pas, on a du drift. C'est là qu'on peut commencer à regarder, est-ce que le drift est parce qu'il y a eu un changement pour du troubleshooting qui a été fait, ou c'est quelque chose qui a été changé et qui n'aurait pas dû être fait en live, il aurait dû être fait en Terraform. C'est là qu'on peut avoir ça. Fait que c'est sûr que, encore une fois, même étape. On intègre ça dans notre CI/CD, PyPy, Docker. On peut simplement être un petit peu plus sélectif, dire quand que je passe tous mes scans, rajoute Your, on va rajouter les tags, puis par la suite, on va repousser ce code-là pour s'assurer que tous les tags soient présents. Puis c'est quelque chose qui est additif, fait que s'il y a des tags de plus qui sont rajoutés, ou si on a nos propres tags d'entreprise qu'on veut ajouter, on peut rajouter ça dans le framework de Your aussi. Et peut-être une autre option, des fois, encore là, c'est plus une question de comment est-ce qu'on le fait, dans quelle étape qu'on le fait. C'est un petit peu plus impératif comme approche, mais on peut avoir ce qu'on appelle dans un environnement Git, on a ce qu'on appelle des hooks. Fait qu'on peut avoir des hooks pre-commit, des hooks post-commit. Mais habituellement, on va faire du pre-commit parce que quand je fais un commit et que je veux le pousser vers ma branche, au lieu d'attendre que je passe à travers tout le processus, bien, je peux avoir des actions qui sont faites, si on veut, avant que mon commit soit envoyé. Your peut être un exemple comme ça, où est-ce qu'avant de dire je sauvegarde ma config, on va rouler le auto-tagger pour ajouter les tags automatiquement, puis ça va juste enlever une étape, un commit de plus au niveau du CI. C'est là que, encore là, shameless plug un petit peu, certains outils, comme je disais, ça peut être fait manuellement, le drift detection, mais c'est là que quand on veut commencer à faire du drift detection de manière peut-être un petit peu plus large, c'est là qu'on commence à regarder pour les outils comme Bridgecrew, où est-ce que vous pouvez créer un compte gratuitement pour Bridgecrew, voir un petit peu qu'est-ce qui peut être fait, ou d'un point de vue plus commercial, Checkov peut être connecté, Checkov et Your peuvent être connectés à Prisma Cloud pour faire les mêmes étapes, là, comme on disait, de drift detection. On va continuer plus du côté, encore une fois, l'intégration. Fait que quand on commence, si on peut faire du IAC, on fait notre auto-tagging. Par la suite, c'est là qu'il y a certaines autres fonctions qui sont regardées aussi du côté, quand on regarde plus d'une vue d'ensemble. On peut faire aussi tout ce qui est analyse de composition, ce genre de choses-là qui, encore une fois, c'est Checkov qui est utilisé, c'est juste que le rapport est envoyé vers Prisma Cloud pour faire ça. Au lieu d'attendre, encore une fois, de vérifier les vulnérabilités au niveau du runtime, on peut les avoir au niveau du package manager qui est déjà présent dans notre code source. Et dernier petit outil, détection de secret. On a les deux options, open source, encore avec Bridgecrew. Certaines options avec Checkov aussi qui peuvent être faites, surtout avec le nouvel engin de graph pour ce qui est d'évaluer les politiques. On peut maintenant le faire avec Checkov aussi. Et on a aussi l'option de le faire avec un outil comme Prisma Cloud. Donc là, on vient de changer un petit peu notre cycle. Fait que là, j'ai plus de trait d'union entre les deux. Fait que ce que ça donne, c'est qu'on vient de briser un peu entre l'analyste et le développeur ce qu'il y avait. On a maintenant notre équipe de sécurité qui peut écrire les politiques, Checkov. Fait que si on a des politiques plus spécifiques à l'organisation, on peut héberger ça sur, encore une fois, un répertoire dans notre exemple, sur GitHub, qui va être évalué au niveau du CI/CD. On a aussi Checkov qui est mis au niveau du IDE pour le développeur. Et c'est là on a le auto-tagging qui est rajouté. Puis on a maintenant une boucle entre notre développeur et le CI/CD, qui en réalité c'est une boucle qui existait déjà, mais qui était plus pour tout ce qui était du développement de l'application. Maintenant, on l'a aussi pour tout ce qui est l'évaluation au niveau de la sécurité. Là, j'ai...
pense que j'ai... Ah, OK, c'est ça. Ma faute. Je pense que j'ai un changement d'ordre de dernière minute que j'ai fait, mais une des dernières étapes, ça va être le dernier point qu'on va regarder, où est-ce qu'on voit un autre élément qu'on peut faire, puis c'est ce qu'on va jaser un petit peu plus. Dans notre exemple de Terraform, puis pas mal tous les langages d'IAC permettent de faire, c'est qu'on peut établir, on peut écrire nos propres modules internes. Fait que quand je parlais de l'équipe de sécurité qui devient un promoteur au niveau des développeurs, c'est que de même sorte à ce que, quand je reviens à mon histoire d'automatisation de switch, tout ça, j'ai toujours été de l'avis que dans une équipe d'admin réseau, il devrait tout le temps y avoir un développeur pour développer des outils spécifiques à l'équipe d'admin réseau. On n'a pas besoin nécessairement que tous les membres de l'équipe sachent coder, mais d'avoir une personne qui peut comprendre l'espace de problème, puis d'écrire des outils qui sont spécifiques à cette équipe-là, ça peut aider à être pas mal plus flexible, pas mal plus véloce. Même chose au niveau sécurité vers les développeurs. Fait que, si on a peur que nos développeurs écrivent des configurations Terraform qui sont insécures, pourquoi pas juste mettre les guardrails pour eux, d'écrire des modules Terraform qui vont abstraire beaucoup des configurations de sécurité, mettre des valeurs par défaut qui sont plus sécuritaires que les valeurs par défaut que les cloud providers vont nous donner, ou qui sont un petit peu plus en ligne avec nos politiques d'entreprise, et de laisser les développeurs utiliser le module directement. C'est là qu'on a un exemple où est-ce que tout ça peut être, encore une fois, géré de manière centralisée. Ça peut être évalué au niveau du pipeline, s'assurer que ces modules-là sont les seuls qui seraient utilisés pour certaines ressources. Donc, un exemple qu'on aurait, si on prend l'exemple mettons une VM sur Linux. Une VM Linux sur Azure, on va prendre un Ubuntu LTS, au lieu de laisser les développeurs créer leur propre VM, pourquoi pas juste leur donner un module que tout ce qu'ils ont besoin de donner, c'est le nom, la région, le subnet, qui en réalité pourrait être juste un data object, puis un groupe de ressources. Tout le reste pourrait être abstrait pour eux, étant donné qu'on va avoir peut-être certains barèmes dans l'entreprise qu'on ne veut pas nécessairement, certains settings, certains paramètres qu'on ne veut pas nécessairement laisser les développeurs prendre le choix. Fait c'est là qu'on va pouvoir créer beaucoup de différentes ressources, quand que, de leur point de vue, c'est un module, c'est une ressource, mais on va abstraire certains paramètres comme si on ne veut pas d'authentification par mot de passe, on veut absolument ça par des clés SSH, on peut être en mesure de faire ça. On ne veut pas d'adresse IP publique, on veut que ce soit seulement privé et qu'on passe à travers nos différents points de egress et d'ingress. Si on veut du disk encryption, du cryptage de disque, la création de comptes de service qui va nous amener un petit peu plus vers le cas de figure qu'on va regarder. Fait que de pouvoir gérer la portion IAM qui est souvent complexe, là on pourra encore une fois l'abstraire puis juste avoir un output au niveau de notre module qui peut être utilisé dans, encore une fois, d'autres éléments de code Terraform. Fait que, là, je vais jumper, on a parlé plus de Azure, mais juste un exemple où est-ce que c'est vraiment banal, mais c'est souvent beaucoup des brèches qu'on a entendues, ou que ce soit de l'exfiltration, du crypto mining, vient d'un problème qui est vraiment simple, qui est juste, c'est des permissions trop larges qui ont été appliquées sur un service. L'exemple que j'ai ici, puis ça c'est un article qu'on a, en réalité il y a deux cas de figure, deux scénarios d'attaque qui a été écrit par notre équipe de Threat Research qui est Unit 42. On a un exemple avec Google App Engine qui est un peu une façon d'héberger des services web puis de manière serverless, fait que vraiment d'abstraire la portion d'infrastructure, où est-ce que le compte de service par défaut va avoir le rôle d'éditeur qui permet de créer beaucoup de choses dans le projet, qui est l'équivalent un peu du resource group ou on n'a pas vraiment un équivalent côté AWS, plus comme le compte lui-même. Mais c'est là qu'on va avoir des permissions qui sont quand même assez dangereuses. Mais dans ce cas de figure-là, ça a été vraiment simple de juste, à partir du moment où est-ce qu'on a dit que côté vulnérabilité, on ne peut pas vraiment toutes les éliminer. Fait qu'il y a tout le temps des potentielles brèches qui peuvent arriver. Fait qu'en réalité, on veut plus s'outiller pour limiter les dommages collatéraux qu'une brèche pourrait occurer. Mais ce qui est arrivé ici, c'est qu'on a une app, elle a été, mettons, une vulnérabilité qui a été utilisée, qui a été exploitée. Ça a permis de
soit créer un nouveau VPC ou réutiliser un VPC par défaut pour passer sous le radar, créer des instances, fait que juste créer un paquet d'instances de GCE pour du crypto mining, changer les règles de firewall au niveau du VPC pour permettre d'aller en externe et de juste ajouter des API keys pour le même compte de service qui faisait partie de App Engine pour juste faire en sorte que si la clé qui a été utilisée initialement était révoquée, bien qu'on ait un autre accès. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment simple, c'est juste qu'on a utilisé un paramètre par défaut. Et juste pour être certain, vous pouvez même le voir textuellement dans la doc de GCP, que c'est encore le cas. Fait que c'est encore par défaut le compte qui est créé est un compte qui est editor, c'est des privilèges, c'est des privilèges administratifs. Fait que c'est là qu'on va avoir certaines options pour essayer de corriger ça. Fait que juste pour le faire vraiment rapide, là, si on a notre environnement, encore une fois, côté développement, on aurait notre IDE, notre VCS, notre CI/CD, puis peu importe l'environnement, je pense que ça s'applique pour pas mal tous les environnements en cloud, parce que c'est souvent des problèmes d'IAM qui sont assez communs. On a déjà une politique par défaut qui permet de regarder s'il y a un compte de service dans Checkoff. À partir de Checkoff, si un compte de service a des privilèges administratifs. Fait que juste là, on aurait pu l'attraper au niveau du IDE, on aurait pu l'attraper au niveau du pipeline. Fait qu'on aurait pu juste prévenir le déploiement juste avec ça. Puis l'autre chose, encore une fois, c'est très simple, on aurait pu juste créer un module. Si on dit que App Engine est c'est un service qu'on veut promouvoir à l'interne, on va créer un module plus sécurisé de App Engine qui va automatiser la création d'un compte de service qui est non privilégié. Fait que c'était vraiment rapide, juste un petit exemple pour montrer que c'est très simple comme juste mise en place open source, mais que ça peut aider avec beaucoup de brèches qu'on a vues. Comme je dis, l'article a quand même d'autres exemples qui sont, somme toute, assez similaires à travers les différents cloud providers. Fait que juste pour récapituler, on a côté DevSecOps, ça reste une équipe. On a un but, c'est déployer des applications qui sont sécurisées, qu'on ne veut pas, comme je disais, faire la une des journaux. Faut voir les nouveaux outils comme des nouvelles capacités qui sont amenées. Il ne faut pas être, je dirais, réfractaire à ces outils-là. C'est pas parce qu'on a notre SIM puis notre SOAR qu'on ne peut pas nécessairement avoir notre code, notre VCS puis notre CI/CD pipeline aussi. Tout commence avec du IAC. C'est vraiment là que certains projets, des fois qu'on voit qui commencent, mais il y a quand même beaucoup d'importance à ce genre de projet-là parce que ça débarre énormément de cas de figure par la suite. Checkoff Your, j'ai plusieurs liens qui vont être à la fin du slide deck aussi pour vous. Et juste vous rappeler, juste de faire un check sur une ressource au niveau Terraform peut remédier peut-être une centaine d'alertes qui n'existent pas encore. Puis, c'est souvent quelque chose que je dis beaucoup avec mes clients, mais le but de tout ça, c'est pas nécessairement de rajouter des outils à votre toolchain ou à le toolchain des équipes de développement. Le but, c'est vraiment juste de démocratiser la sécurité, d'arrêter de mettre ça entièrement sur les équipes de SecOps, de ramener ça vraiment au niveau de le plus possible l'organisation en entier, incluant le développement. Si vous voulez jouer un petit peu avec ce qu'on a parlé, on a plusieurs répertoires qui ont du code qui est vulnérable par design. Donc, on a TerraGold et SupplyGold qui est pour du Terraform, du Software Composition Analysis. Puis là, maintenant, on a certains autres projets aussi avec l'acquisition de Cider Security, où est-ce qu'on a un qui est spécifique pour les CI/CD pipelines, sinon un qui serait vraiment spécifique pour tout ce qui est Kubernetes. Fait que si vous voulez jouer un petit peu, installer Checkoff, faire du scan, voir qu'est-ce qui est possible, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. On commence aussi à faire des workshops aussi avec mon collègue Frank et moi-même pour avoir peut-être une approche un petit peu plus hands-on sur ce genre de choses-là. Ça peut être quelque chose à regarder. Ça nous donnera une excuse de partir de Montréal, venir à Québec. Quelques références. Checkoff Your, Detect Secrets. Puis encore une fois, si vous voulez voir d'autres options, on n'a pas beaucoup parlé de Kubernetes. On parle souvent cloud, tout ce qui est CNAPP, tout ce qui est projet cloud. Le cloud, c'est pas juste le public cloud, il y a aussi private cloud avec tout ce qui est Kubernetes. Fait que c'est là qu'on peut avoir d'autres, encore une fois, beaucoup
de brèches partent vraiment de juste des privilèges qui sont trop larges. On a certains exemples ici qui sont spécifiques à Kubernetes, puis même un outil qu'ils ont écrit face à ça qui a découlé sur plusieurs politiques de check-off aussi pour les manifestes Kubernetes. Fait que ça peut être un petit interesting read aussi. Je vais reprendre mon souffle. S'il y a des questions, merci de votre temps, premièrement. Est-ce que nous avons des questions? Une fois, deux fois? Parfait. Merci, Kevin. All right.